Il est là, comme à tous les lundis, pour nous parler de placement, d'assurance, de tout ce que tu voudras dans le domaine financier. Et voilà, voilà. Je pense que ça résume bien. Mais il fait frais un petit peu chaud maintenant. Oui, hein? Oh, regarde. Et de la pluie, et puis de l'eau, des dégâts. Je vais en parler un petit peu plus tard. Là. Tristesse totale. On a été chanceux, je pense. Oui. Grâce à la vigilance de la ville de Montmagny. Bien, tant mieux, parce que c'est sûr qu'une débâcle sur la rivière qui bloquerait son écoulement normal. Là. Vendredi, fin de journée, Raymond, ici, le tableau indicateur en avant du 25, ça indiquait 14 degrés. 14. Et là, on est ce matin, en me rendant au travail, moins 22. Ouais, les indices financiers se comportent aussi bien, pas de Saint-Cyte, on est à la hausse. Oui, on pourrait... Alors, c'est de ça que je veux vous parler ce matin, et un peu de généralité, mais retenez ceci. Et ça, là, c'est encore reconfirmé. On lisait ça dans un article d'une journaliste en fin de semaine du Journal de Québec. C'est quand la meilleure âge pour commencer à cotiser pour sa retraite? La question, hein, là, comme dirait Guillaume Lepage, la question qui tue. La question qui tue. Alors, c'est-tu 20 ans, c'est-tu 30 ans, 40 ans? C'est le plus tôt possible dans la vie. Pourquoi? Parce que c'est l'effet de l'intérêt composé qui va faire toute la différence sur vos épargnes à la fin. Alors, si je commence à cotiser à l'âge de 20 ans, ne serait-ce que 1 000 par année? Même juste mettre un premier 1 000 pièces. Juste l'effet de l'intérêt composé, ça va représenter pratiquement 20 000 au bout de la course. Alors, vous voyez la différence entre commencer tôt, on laisse travailler les sous, c'est ça qui est important. Et c'est fait avec un taux de rendement moyen de 5 %. Alors, vous voyez, il y a une chose sur laquelle je tiens à apporter une précision aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait des planifications financières, n'oubliez pas qu'on ne sert plus de taux d'intérêt de 7, 8, 10 %. Il faut baisser les attentes, s'il vous plaît. Les quelques-uns qui réussiront à faire ça, ce sont des experts. Ce sont des gens qui passent des jours et des journées à gérer leur propre portefeuille, à faire des lectures et ainsi de suite, ce qui n'est pas le commun de tout le monde. Alors, même votre humble serviteur ici fait affaire avec des conseillers en placement, c'est-à-dire des gestionnaires de portefeuille. Je ne gère pas de portefeuille. Je ne gère aucun titre. D'ailleurs, je n'ai pas ces qualifications-là. Je n'ai pas honte de le dire. Je ne gère que le stress des gens et leur habilité à comprendre ce dans quoi ils vont investir. Ça, c'est fait toute la différence. Alors, mon rôle, c'est d'être conseiller et de faire en sorte que mon client, quand il aura choisi un portefeuille, quand il aura choisi sa notion de tolérance au risque, qu'on aura évalué ensemble, moi, je m'assurerai qu'il sera à l'aise avec ça. Donc, c'est plus le rôle de conseiller, mais lorsque c'est le temps de placer, bien là, ce sont des experts qui vont gérer les sous. Alors, c'est ça qu'il faut pas avoir peur de confier ses sous et surtout investir dans des produits diversifiés. Quand tu parles de tolérance au risque, Raymond, c'est... bon, il y en a 3 catégories. Il est plus peureux, puis on le met... Là, très conservateur? Oui, c'est ça. Mais moi, je dis plus peureux parce que je fais un peu partie de ça. Parce que les gens ont quand même... Tu sais, tu ramasses de l'argent, puis tu laisses ça dans des mains d'experts, oui. Mais tu sais pas... Michel, parce que c'est tellement denti, l'économie, que... Ton risque, toi, Michel, là, tu le prends tous les jours ici au travail. Tu as une entreprise de communication et il est là, ton risque. C'est normal que l'argent que tu vas avoir accumulé au fil de tes jours, tu veuilles l'avoir le plus sécuritaire possible parce que tu dis, garde, là, je veux dire, plus j'avance vers l'âge de la retraite, moi, je vais avoir le temps d'en gagner. Bon. C'est là que nous autres, on n'a pas été habitués à se mettre de l'argent de côté pour très tôt. J'entends, là. Ben oui. Mais ça, dans le temps, on n'avait pas, recul il y a 40 ans, on n'avait pas les salaires qu'aujourd'hui les gens ont. Donc, c'était plus difficile de se mettre de l'argent de côté. Un truc, en passant, qui pourrait être très bien utilisé et très bien fonctionner aussi, c'est si, en 2017, vous viviez avec un budget de X, puis que cette année, votre employeur vous donne une augmentation de 2 ou 3 pourquoi ne
prendriez-vous pas ce 3 % pour le mettre de côté? Vous étiez capable de vivre l'année passée. Et pourquoi le 3 % ne pourrait pas être mis de côté cette année dans un produit d'épargne pour vous permettre d'avoir un certain bas de laine, un certain gousset quand vous arriverez à la retraite? Donc, l'âge de la retraite va arriver pour tout le monde. Quelle sera-t-elle? Ça sera... On verra ça dans le temps. Hein? On sait tout le monde que le gouvernement a reculé pour les gens d'un certain âge, j'oublie la date, là, quand ils atteindront 67 ans maintenant, et non pas 65, OK, pour la sécurité de vieillesse. Le reste, si vous voulez partir avant, ce sera vos épargnes personnelles qui vous permettront de prendre 1 année, 2 ans, 3 ans ou 4 ans avant ces prestations gouvernementales-là, qui, en passant, que ce soit la Régie des rentes, la sécurité de vieillesse, je le rappelle, ne couvriront que 30 % de vos besoins de retraite. C'est pas le Pérou, là. N'oubliez pas ça. Alors, 30 % de la retraite, plus la balance, ça va être un supplément de revenu garanti. Vous savez que pour une personne seule, le seuil de la pauvreté, c'est 17 500 $. Pour un couple, c'est 32 000. Le seuil de la pauvreté. 32 000 par année. Alors, pour 2 personnes qui entretiennent une maison, un petit, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que ces gens-là peuvent avoir droit à un certain supplément de revenu garanti. On est une méchante gang qui n'atteindront pas ça, là. Il ne faut pas se leurrer. En passant... Bien, pour ce que j'ai expliqué tantôt, c'est qu'aujourd'hui, des gens comme vous incitent les gens à placer. Mais il y a 40, 50, 60... Puis malgré tout ça, juste une statistique pour vous faire soit sourire ou pleurer, 1014 milliards de dollars de cotisations non utilisées en REER au Canada. 1014 milliards de dollars non cotisés au REER, en droit. Alors, vous êtes-vous imaginé... Peux-tu nous expliquer exactement ce que ça veut dire, là? Bon, écoutez, quand vous... pour les gens, les citoyens canadiens, on a tous droit à 18 % de notre revenu gagné qu'on peut déduire l'année suivante sur notre rapport d'impôt si on est capable de le cotiser. 18 % c'est le maximum. On ne peut pas aller au-delà de ça. Et si j'ai cotisé 5 000, j'en avais droit à 10 000, bien, il me reste 5 000 $ de cotisation inutilisée. OK? Donc, 5 000 $ que je peux reporter dans le futur. Les Canadiens auraient le droit, suivant les dernières statistiques, de déduire 1014 milliards de dollars en sous qui n'ont jamais été réclamés comme déduction à des REER dans le passé. Et si vous voulez savoir, c'est quoi votre avis de cotisation? Vous l'avez sur l'avis de cotisation? L'avis de cotisation, c'est ça. Quand on reçoit ce qu'on appelle l'avis de cotisation après avoir produit notre déclaration d'impôt, on l'a. Ça, c'est le montant auquel vous avez droit. Montant qui peut être utilisé à n'importe quel moment, dépendamment de la situation. Et c'est là que les gens ont besoin d'aide. J'ai vu des gens, moi, qui ont vendu leur propriété ou qui avaient un immeuble à revenu qu'ils vendaient. Et il y avait des cotisations de REER inutilisées. La vente de l'immeuble à revenu amenait un impôt ou une récupération d'amortissement, qu'on appelle, ce qui amenait une belle facture fiscale. Mais en prenant l'argent qu'on avait reçu pour la vente de cet immeuble, juste en faisant une stratégie de mettre ça dans un compte plutôt que dans un autre, on a annulé l'effet fiscal, c'est-à-dire on a annulé l'impôt qui allait être à payer par les cotisations de REER inutilisées. Là, j'entends des gens dire « Voyons, il est malade, on peut faire ça rien que sur un salaire. » Non, vous n'avez pas compris. Les cotisations inutilisées peuvent être déduites contre tout revenu imposable. Mais la vente de la maison ne donne pas droit de nouvelles cotisations. OK? On s'entend, là. Il faut bien comprendre la notion de cotisation inutilisée et de gain imposable ou de revenu imposable. Ainsi, vous auriez vendu des actions d'une entreprise cette année qui vous ont rapporté beaucoup de sous et qui déclencheraient automatiquement un gain en capital imposable, puis vous avez des droits de cotisation inutilisés,
ces droits de cotisation pourraient être appliqués contre les revenus de gains en capital imposable. La source de revenus, le revenu imposable d'une année, peut être abaissé par des cotisations au REER inutilisées dans le passé. Alors, il y a beaucoup d'argent qui sont laissés sur la table parce que souvent, les gens ne consultent pas ou on n'est pas au courant de ce qui se passe dans vos vies. C'est de là l'importance que votre conseiller puisse être près de vous, qu'il sache pas nécessairement dans quel genre de drap vous couchez, là, c'est pas ça, mais il faut être au courant de l'évolution de votre situation personnelle. Parce que si j'ai un client qui s'est séparé dans l'année puis que je ne le sais pas, quand il va venir me voir, sa situation fiscale ou financière va être différente. S'il a vendu un immeuble puis il ne m'en parle pas, je ne peux pas le conseiller adéquatement. Donc, je ne peux pas deviner. Je ne peux pas deviner. La relation entre votre conseiller et vous est très importante et il doit pratiquement devenir votre confesseur financier. C'est important que vous reteniez ça parce que c'est la seule façon qui nous reste de pouvoir vous aider adéquatement. N'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne font pas votre affaire dans ce que je vous ai dit ce matin, envoyez vos commentaires sur Facebook et on y répondra ou je me défendrai si jamais j'ai erré. Aussi, si vous voulez savoir c'est quoi vos REER, vos cotisations inutilisées. Cotisations inutilisées, c'est comme ça s'appelle? Oui. OK. Vous allez sur votre avis de cotisation que le gouvernement vous a envoyé et vous allez voir le montant est inscrit. Donc, ça va vous donner une idée de ce que vous pouvez aller déduire, chercher. aller chercher. Et si demain matin, 1014 milliards, ça veut dire que c'est 400 millions d'impôts que le gouvernement... c'est bien plus que ça. C'est 40 à peu près? Oui, mais même à 40 de 1014 milliards, alors on arrive à 40 milliards. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup d'argent. Alors, est-ce que les Canadiens ont le moyen de laisser ces argents-là de côté? Dites-vous une chose, si vous ne prenez pas la décision vous-même d'investir dans votre projet de retraite, ne serait-ce que 10 $ par semaine, 20 $ par semaine, si vous ne le faites pas, ce n'est pas les autres qui vont le faire à votre place et vous en paierez le prix un jour. Ce n'est pas des menaces, c'est une réalité. C'est aussi simple que ça. l'État ne pourra pas nous faire vivre tout le temps. Quelle est la date pour cotiser cette année? 1er mars. 1er mars, donc... Donc, vous avez jusqu'au 1er mars revisé votre... aujourd'hui de regarder ça, là. Puis, si vous n'avez pas votre avis de cotisation, vous pouvez toujours appeler à Revenu Canada, ARC, avec votre dernière déclaration d'impôt que vous avez entre les mains, parce qu'ils vont vous demander les revenus d'une ligne particulière pour vous identifier. Vous le faites, puis vous allez avoir la réponse automatiquement, puis c'est facile. Vous voulez avoir un conseil par rapport à ce qu'on vient de discuter ce matin ou encore d'autres conseils par rapport à vos placements? Faites affaire avec des professionnels. Raymond Sanson, les services financiers. Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare Montmagny, 248-3583. Merci Raymond. À la semaine prochaine. Michel, à la semaine prochaine.